Le président Trump a annoncé que les États-Unis sont armés, prêts et sur le point d'agir contre la République islamique d'Iran avec un niveau de terreur militaire, de force et de puissance jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce à quoi nous pouvons nous attendre maintenant, c'est à une accumulation massive des forces américaines dans toute la région. Attendez. Ton cœur t'appartient. Ton cœur t'appartient. Ton cœur t'appartient. Attendez. D'accord, nous recevons une mise à jour en direct ici. Le président Trump a annoncé qu'il allait attendre à la demande de l'Iran et d'autres pays du Moyen-Orient. Apparemment, Trump donne une autre chance aux Iraniens et espère aussi que... D'accord, désolé, on nous informe. Nous sommes maintenant informés d'une autre mise à jour. On reçoit. D'accord. D'accord. Le président Trump des États-Unis vient d'annoncer qu'il envisage maintenant une attaque massive qui sera plus grande que jamais auparavant. Les ambassades américaines ont conseillé aux citoyens américains au Moyen-Orient de rester à l'intérieur. One moment. OK. Un instant. Très bien alors. Dernière nouvelle, selon le président Donald Trump des États-Unis, apparemment. Le Pakistan et le Qatar ont maintenant demandé. Les États-Unis suspendent l'attaque contre le pays d'Iran jusqu'à ce que leurs dirigeants et représentants puissent présenter une proposition unifiée. Et c'est comme ça. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Attends, vraiment, bon sang, Charlie Brown. Non, je vais dire Donald, sérieusement, monsieur le président. Ai-je besoin de te rappeler cette scène classique et les mots emblématiques de l'acteur Eli Wallach? Quand tu dois tirer, tire, ne parle pas. Je sais que j'ai peut-être un peu exagéré la situation avec ce que nous avons vécu la semaine dernière, ces dernières semaines, ces derniers mois avec Trump. Mais c'est une représentation assez fidèle de ce qui se passe. Trump connaît les médias. Comment ils font tout pour façonner notre perception des événements de la réalité. Et il est un maître dans l'art de manipuler les médias et leur tentative de créer un récit qui ne correspond pas toujours à ce qu'ils essaient de nous faire avaler. Des grands événements d'importance historique, jusqu'à accuser les Juifs de presque tout. Enfin, de tout, pas presque. Et comment cela se lie à la couleur des cheveux des personnes woke, percées au nez et au genre fluide. Tout est lié. Restez avec moi. J'ai déjà dit que les Iraniens jouent une partie d'échecs, avec une stratégie à long terme, tandis que Trump joue selon l'art du deal. Mais ce que nous avons vécu cette dernière semaine ressemblait plutôt à un match de tennis. D'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre. Ça nous laisse avec un torticolis encore pire. La semaine dernière a été vécue comme un violent coup du lapin entre une escalade militaire massive et des pauses diplomatiques soudaines dans ce conflit qui dure depuis des mois. Après des semaines de combats intenses dans la région et de graves cyberattaques iraniennes contre les infrastructures américaines, il semblait que les États-Unis et Israël avaient enfin finalisé des plans pour une vaste campagne de bombardement sur plusieurs fronts visant les centres énergétiques et industriels iraniens. Quelques heures seulement avant le lancement prévu de l'opération, le président Trump a annoncé avoir suspendu les frappes. Il a mentionné une forte pression diplomatique des alliés du Golfe, surtout l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis. Il redoutait des représailles catastrophiques sur les corridors énergétiques régionaux. Donald Trump a affirmé qu'il avait reculé parce que les acteurs régionaux l'avaient convaincu qu'une percée était proche. Il a souligné que les négociations pour mettre fin à la guerre et conclure un accord visant à démanteler le programme nucléaire iranien reprendraient. Et il a explicitement averti que Washington détient tous les atouts et que ce prochain cycle représente la toute dernière chance pour Téhéran de signer un accord final et contraignant. Les forces dirigées par l'Iran n'ont pas reculé et ont rapidement relancé des attaques. Sérieusement, cependant, même si les choses se déroulent comme prévu et comme on l'avait anticipé, il ne fait aucun doute qu'il y a quelque chose qui cloche dans la manière dont les États-Unis gèrent la situation. Trump, en tenant compte des élections de mi-mandat, reste un élément pertinent dans tout ce qui se passe. Mais il semble, dans une certaine mesure, que Trump soit coincé entre le marteau du CENTCOM et l'enclume de Witkoff. Où l'est-il vraiment? Des rapports circulent affirmant qu'un officier de la branche du renseignement du commandement central des États-Unis a rédigé un message envoyé mercredi dernier à un large groupe d'analystes militaires
sollicitant de nouvelles idées sur la manière de faire face à l'Iran. Malgré des rapports en ce sens également dans les médias israéliens, je serais très surpris que l'armée américaine ait besoin d'envoyer un courriel pour recueillir des idées. Et s'ils demandent vraiment, en voici une. Pourquoi ne pas simplement profiter de l'odeur du napalm au petit matin? Il est facile de se laisser emporter par l'impatience des médias. Alors arrêtons-nous, respirons profondément et souvenons-nous qu'il y a un temps pour toute chose et un moment pour toute activité sous le ciel. Trump laisse Kushner et Witkoff agir comme ils veulent. Il insiste sans cesse pour examiner les offres pakistanaises et qataries, qui ne servent qu'à faire gagner du temps aux Iraniens. Il semble aussi que les Saoudiens, les Turcs et les pays du croissant islamique ne veulent pas vraiment que l'Iran soit vaincu, mais simplement maîtrisé. L'art de la négociation consiste à laisser les adversaires croire qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, pendant que Trump avance vers son objectif, en éliminant la capacité de l'Iran à contrôler l'économie mondiale via le détroit d'Ormuz. L'impatience des médias joue en faveur de cela. Elle renforce la confiance de l'Iran en lui faisant croire qu'il a l'avantage. La réalité, cependant, c'est qu'il ne s'agit pas d'un retrait américain, mais d'un piège stratégique. Un piège que l'Iran comprend effectivement. C'est pourquoi il continue à temporiser et à trouver des excuses. Une confrontation militaire décisive est inévitable, mais elle ne sera déclenchée que lorsque les États-Unis et Israël présenteront une ultime mise en demeure, un ultimatum non négociable, exigeant le démantèlement total du programme nucléaire iranien, que Téhéran rejettera. En retardant la frappe jusqu'à cet ultimatum, Washington s'assure de ne porter le coup final qu'après avoir obtenu une légitimité internationale totale, en sécurisant le détroit d'Ormuz et en plaçant ses forces navales dans des positions offensives dominantes pour neutraliser instantanément toute riposte iranienne. Cela pourrait même arriver avant les élections en Israël et les élections de mi-mandat aux États-Unis. Ce sera si fort que cela n'aura pas d'impact négatif, voire l'inverse. En attendant, c'est pourquoi Israël fait preuve de retenue, dans une certaine mesure, face au Hezbollah et au Hamas. Nous ne voulons pas donner aux Iraniens une excuse facile pour détourner l'attention mondiale de la véritable cible, à savoir les Iraniens. Mais ne vous y trompez pas, cette position d'attente tactique n'est pas facile pour nous. La 7e série de discussions entre Israël et le Liban, que certains présentaient comme une solution, se déroule comme prévu. Hezbollah ne se désarme pas, mais manipule la situation à son avantage. Ils troquent simplement leurs camions militaires contre des fourgons humanitaires siglés Organisation islamique de la santé et font passer du matériel en contrebande en toute discrétion. Le matériel arrive directement d'Iran par le passage d'Al-Altanf à la frontière irako-syrienne, comme l'a rapporté cette semaine la chaîne israélienne Channel 14. Ils chargent des camions-citernes civils de drones avancés, d'ogives de roquettes et de réseaux à fibre optique, puis les acheminent directement vers le sud du Liban. Pendant ce temps, l'armée libanaise, que l'Occident présente comme garante de la sécurité régionale, est totalement paralysée par la peur. Les soldats libanais refusent catégoriquement de mettre un pied dans les bastions du Hezbollah parce qu'ils savent que les portes sont piégées avec des explosifs. Donc oui, Israël se retient pour laisser le piège stratégique plus large se refermer sur l'Iran, sur Téhéran. Ne nous illusionnons pas sur ce retard. L'Occident arrive avec un stylo en espérant négocier un cessez-le-feu. L'ennemi terroriste arrive avec des manœuvres trompeuses, des camions-citernes et des drones, se préparant à la prochaine phase de la guerre. Et nous savons où tout cela mène et qui finira par être tenu pour responsable. La situation à Gaza n'est pas différente en ce moment. Hamas menace de se retirer complètement des accords en cours. Ils affirment que les frappes aériennes continues d'Israël empêchent toute avancée. Maintenant, ils ne parlent que de progrès, comme c'est spécial. Les terroristes du Hamas cherchent à utiliser la négociation comme bouclier humain pour imposer une pause militaire. Cela ne faisait pas partie de l'accord initial en 20 points. Ils demandent à Israël de cesser les éliminations ciblées pour pouvoir souffler. Et c'est exactement la même fiction que celle qui se joue sur le front nord avec le Hezbollah. Et nous savons tous ici aussi qui ils finiront par accuser. En parlant d'accuser les Juifs et Israël, que dire de cette situation en Espagne? Apparemment une grande victoire pour Israël cette semaine, puisque nos efforts pour inonder l'Espagne de réfugiés ont atteint notre objectif. Non,
Pas l'inondation de réfugiés. Ce n'est qu'un moyen. Notre véritable objectif est d'amener les autorités espagnoles à commettre des crimes de guerre contre des civils sans défense. Qui Sanchez peut-il encore accuser avec suffisance? Ce n'est pas facile de gérer des questions complexes, n'est-ce pas, compadre? L'acteur espagnol attardé Javier Bardem a repartagé sur les réseaux sociaux des publications affirmant qu'Israël et des groupes d'extrême droite en Occident profitent des tensions entre l'Espagne et le Maroc au sujet de l'enclave de Ceuta. Une publication disait qu'on ignore qui a provoqué la crise à la frontière entre le Maroc et l'enclave nord-africaine, mais affirmait qu'Israël et l'extrême droite occidentale profitent d'une Espagne affaiblie et déstabilisée. Bien sûr, les Juifs facilitent cela. Et bien sûr, ce porte-parole du média des Frères musulmans, qui finance le terrorisme, a publié un autre article insinuant qu'Israël est responsable. L'Espagne est-elle en train d'être punie? Peut-être avons-nous payé ses employés illégaux, des immigrés, 7000 shekels chacun. Ils ont beaucoup apporté à Israël. C'était le meilleur investissement, puisque l'Espagne commet aujourd'hui un génocide contre ces Marocains. Cependant, ce qui se passe en Espagne ne devrait pas surprendre. Nous voyons le déclin des pays occidentaux en Europe. C'est à l'échelle des invasions barbares et uniques, avec des parallèles évidents avec la situation des 4e et 5e siècles qui ont entraîné chez nous les âges obscurs et le Moyen-Âge. Nous ne sommes qu'à une génération de connaître le même sort. Il y a là une leçon profonde pour Israël et pour tous ceux qui veulent survivre. Conserver ses traditions, son héritage et ses symboles nationaux n'est pas facultatif. C'est, et cela a toujours été, une nécessité existentielle. C'est l'une des raisons pour lesquelles Israël et les Juifs sont violemment pris pour cible par les wokistes, de gauche comme de droite. L'extrême gauche adore qualifier le patriotisme de fascisme et la tradition de coercition religieuse. Ce n'est qu'une feuille de route progressiste vers le suicide national. Nos racines sont fermement ancrées dans l'histoire juive. Géographiquement, notre histoire commence en Judée et en Samarie. La Bible est la pierre angulaire ultime de notre culture juive, et le sionisme est le battement de cœur de notre nation. Si nous inversions ce scénario et faisions semblant, comme la gauche en Israël, que le seul but de l'existence d'Israël est d'être une démocratie libérale exemplaire, nous finirons exactement comme l'Espagne. Tournons maintenant notre attention vers les nouvelles qui ne correspondent pas au récit dominant des grands médias. Dans notre rubrique des bonnes nouvelles, que je viens d'inventer, nous pouvons voir à quel point les choses vont bien à Gaza. De magnifiques images de Gaza cette semaine. Une belle salle de sport, une belle piscine, de la bonne nourriture. Que vont faire les donneurs de leçons? Eh bien, apparemment, changer la couleur de leurs cheveux. La tendance des cheveux violets semble officiellement terminée, car de plus en plus de gens arborent maintenant de courtes coupes de cheveux vertes. L'organisation of Woke Trans Females, plus connue sous le nom d'OWTF, a officiellement appelé ses membres à se teindre les cheveux en vert, à passer du violet au vert. De plus en plus de personnes avec un anneau nasal s'identifiant comme gender slashers le font. Donc, nous ne pourrons pas les étiqueter. On a aussi découvert que le violet pouvait causer des lésions cérébrales. Et nous savons tous à quel point le vert est tolérant et inclusif. J'ai parlé de la patience tout à l'heure. Il y a un temps pour chaque chose. C'est un thème récurrent de notre foi. Les écritures hébraïques rappellent souvent que la patience n'est pas passive. C'est vraiment une persévérance fidèle, attendre tout en faisant ce qui est juste, faire confiance au moment choisi par Dieu sans forcer les résultats. De nombreux passages présentent la patience comme la capacité à rester ferme face au retard, aux difficultés ou à l'incertitude. Attendre, c'est souvent choisir de faire confiance à Dieu quand les résultats tardent. C'était vrai pour Abraham et Sarah, pour Jacob, Joseph et surtout pour Moïse. Les gens ne voient peut-être pas la raison des délais, mais Dieu élève ou délivre en temps voulu, pas selon notre urgence. Brûler les étapes entraîne souvent préjudice, conflit ou peur. Comme on le voit dans les histoires de Saül, David, et douloureusement avec le fils de David, Absalom. Attendre dans les écritures hébraïques implique souvent une responsabilité. On n'attend pas sans agir moralement. On attend en maintenant son intégrité. Ne riposte pas et ne prends pas le pouvoir sous l'effet de la colère. Continue la prière, l'adoration, la justice et l'obéissance, même lorsque le soulagement n'est pas immédiat. Reste aligné avec Dieu plutôt qu'avec la pression de la foule, comme dans l'histoire de Ruth.
La logique morale est la suivante. Une action rapide, motivée par le désir, l'envie ou la peur, peut déstabiliser la vie, tandis que la patience stabilise le jugement. Espère que l'histoire n'est pas terminée simplement parce que la prochaine étape n'est pas visible. Crois toujours. Le peuple éternel n'a jamais peur du long chemin. Et c'est précisément cela qui a toujours été la plus grande force du peuple juif. Je suis Daniel Siman. Merci de m'avoir rejoint ici sur Straight Up depuis les studios de JNS TV à Jérusalem, en Israël. Shabbat Shalom, et je vous retrouve la semaine prochaine.